C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à Mensa PCH, Poitou-Charentes. Je vous propose aujourd'hui, Mélanie Lessard vous propose aujourd'hui une conférence sur la douleur et je la laisse se présenter. Bienvenue Mélanie, bienvenue à tous. Bien, bonjour à tous. Je suis honorée de donner une conférence pour Mensa France. C'est une opportunité extraordinaire que je prends comme telle et puis je vais m'assurer que tout le monde va repartir de la conférence en ayant une toute autre vision de ce que c'est que la douleur, qui est un sujet, mon Dieu, qui est universel. C'est un sujet qui nous tenaille depuis la nuit des temps. Et heureusement, aujourd'hui, la science nous apporte beaucoup de pistes de solutions. Et c'est ce que je vais tenter de vous résumer aujourd'hui. Alors, je n'ai pas changé le titre original de la conférence, mais j'ai beaucoup aimé le titre que vous avez tenu là, par rapport à la douleur, physiologie, anatomie et biochimie. C'est exact aussi. Mais la douleur vécue par une biologiste, c'est juste pour vous dire que la personne qui vous parle a le cerveau pour comprendre la douleur, mais le vit aussi de par son corps. Et je vais vous montrer quelques diapositives qui, je pense, vous les trouverez bien intéressantes et j'apprécierais d'avoir vos questions à la fin. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que si en cours de route, je réponds à votre question, eh bien, on n'aura pas besoin de la poser un peu plus tard, mais je suis très ouverte et d'autant plus des questions de médecins, j'en ai jamais suffisamment. Alors, la douleur vécue par une biologiste, ça commence comme suit. Et là, j'ai un petit clin d'œil à mon amie Christine Schwab, qui est psychologue, qui peut-être connaît aussi Marie-Josée Rivard. Là, j'essaie simplement de... Ah, OK, voilà, je voulais enlever la barre parce que j'avais la barre parfaitement dans le milieu du texte. Okay. Alors, toutes les sphères de la vie d'une personne et de son entourage sont affectées négativement par la douleur chronique. Alors, ils ne disent pas quelques sphères de la vie courante, ils ne disent pas la plupart des sphères de la vie d'une personne, mais bien toutes les sphères de la vie d'une personne. Là, je pèse sur des boutons. Attendez un petit peu. OK, je n'arrive pas à changer la prochaine diapo. OK, voilà. Alors, les deuils de la douleur chronique sont très nombreux. On peut penser au deuil financier, hein, parce que c'est lié nécessairement aussi au deuil professionnel, parce que quand on ne peut plus travailler à cause de la douleur, bien évidemment, ça fait des deuils financiers, des deuils professionnels, des deuils amicaux et sociaux. Pourquoi? Eh bien, quand on est en douleur constante, c'est pas toujours évident de suivre ses amis dans les mêmes activités sociales qu'auparavant. Des deuils familiaux, il y a parfois des membres d'une famille qui vont mal prendre la venue de cette étrangère non désirée au sein d'une famille. Et que dire aussi des deuils sportifs? Ça peut paraître un peu banal, mais quand on y repense, les activités qu'on aime tant occuper, ben, ça se peut que la douleur mette un terme à ceci. Si on regarde les étapes du deuil, selon le docteur Elizabeth Kubler-Ross, il y a 5 étapes, mais moi, j'aime bien l'échelle, les étapes du deuil selon le pasteur Christophe Deville parce qu'il ajoute une notion de reconstruction. OK? C'est tout négatif au début, mais à la fin, il y a une notion d'espoir, une notion de repenser sa vie, repenser sa réalité, sa nouvelle réalité. Alors, quand on regarde tout ça, on parle de deuil, mon Dieu, est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais regardez bien les courbes ici de la docteure Rivard. La courbe des émotions de la douleur chronique, en premier, il y a la période qu'on dit sombre, OK? Et puis là, la colère, la honte, la peur, la dépression, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est presque les mêmes étapes que les étapes du deuil. Sauf qu'ensuite, si on va dans la courbe d'ensuite qui remonte vers la lumière. Là, j'essaie de tasser juste un petit peu les icônes pour voir mon texte. OK, voilà. Alors reconnaître sa réalité, se motiver, prendre conscience de son discours intérieur, confronter ses pensées. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette courbe-là, c'est penser autrement. Penser autrement, c'est-à-dire qu'il faut penser sa vie
avec une nouvelle réalité, avec des nouvelles lunettes en quelque part, et passer à l'action pour éventuellement lâcher prise. Mais là, lâcher prise, moi, je ne suis pas rendue là, ça fait 18 ans. Fait que, moi, je vois ça comme un peu, c'est presque la béatitude, là, rendue là, mais à tout moins, passer à l'action, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que la douleur, ce n'est pas une condition qui est statique, c'est une condition qui quand même évolue et il y a moyen de valser avec cette douleur-là, puis c'est ce qu'on va voir au courant de la conférence. Alors ça, c'est Mélanie avant octobre 2003. Alors, on a une Mélanie ici qui travaillait 80 heures par semaine, qui entamait son doctorat pour aller le poursuivre au MIT à Boston, sous la direction du professeur Ian Hunter. Donc ça, cette lettre-ci est signée par le directeur du centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le docteur Claude Perrault. Et voici mon octobre 2003. Alors, je vous ferai remarquer simplement, bon, hernie discale D4, D5, D6, D7, D7, D8, D8, D9, D9, D10, D10, D11 sur 12 vertèbres dorsales. Alors, ça fait que j'ai été en fait alitée pendant plus de 8 mois et 5 ans en fauteuil roulant pour être ensuite 11 ans en béquille. Alors, après octobre 2003, quand on parlait tantôt de repenser sa vie et de passer à l'action, avec cette nouvelle venue qu'on ne voulait pas dans sa vie, malheureusement, mais qui est là et qui est là pour rester, eh bien, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Je ne dis pas à tout le monde en douleur d'aller chercher des médailles paralympiques, mais simplement au moins d'inclure dans votre vie de tous les jours de l'activité physique. Et on va y revenir plus tard parce qu'il y a un piège en douleur chronique qu'on appelle la kinésiophobie. Et la kinésiophobie, c'est la peur de bouger et de se faire davantage de douleur. Alors ça, c'est un cercle vicieux et on va y revenir tantôt. Alors, c'est ça. Ça a donné quelques médailles. Mon deuxième entraîneur ici, Olympia en water polo. J'ai été choisie comme championne Banque nationale de natation en 2007 parmi 400 nageurs et encore une fois en 2008. Encore une fois, parmi 200 à 400 nageurs, cette fois-là, on ne m'a pas dit exactement combien, mais ça tournait autour de cela. Et ensuite, je me suis investie auprès de l'Association québécoise de la douleur chronique pour essayer le plus possible d'aider les gens qui se retrouvent pris avec une réalité qu'ils n'avaient pas envisagée auparavant. Bon, alors ça, c'est le beau tableau. Là, vous vous dites, mon Dieu, ça a l'air compliqué tout ça, mais je vous rassure tout de suite, ce tableau-là, on va le voir tellement souvent, vous allez le connaître par cœur. Ça, c'est mon projet de doctorat. Ici, présentement, là, je vais juste tasser les icônes. Attendez un petit peu. OK. Donc, excusez-moi, c'est petit mini problème technique de rien du tout. Là, j'essaie juste de tasser les icônes pour voir mon texte. OK. Alors, ça, ici, présentement, on est dans la moelle épinière. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous disiez, la douleur, on vit ça dans le cerveau. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un gros traitement de la douleur qui est fait au niveau de la moelle épinière. Et cette diapositive-là a été prise dans un département, en fait, d'anesthésiologie, justement, d'un hôpital français. Et je vais y revenir plusieurs fois au cours de cette diapo, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que dans cette diapo, on va comprendre beaucoup de choses au niveau de la pharmacologie, de la physiologie, mais aussi de l'anatomie de la douleur. Ah, puis là, j'ai déplacé quelque chose, puis j'ai de la difficulté à voir. Ah, voilà, OK. Donc, on va prendre un exemple concret de se taper le pouce avec un marteau. On a tous fait ça au moins une fois dans sa vie, une portière de voiture sur le pouce. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la stimulation nociceptive. Alors, c'est écrit juste en dessous, libération de molécules algogènes. Qu'est-ce que des molécules algogènes? C'est des molécules qui vont créer de la douleur. Quelles sont ces molécules pour ceux qui sont en pharmacie? Eh bien, les voici. Alors, il y a la substance P. Nous, on s'en souvenait, P pour pain, mais en réalité, c'est P pour powder qui indique la façon dont la substance P a été extraite lors de sa découverte. Il y a l'histamine.
Hein, l'histamine, on y pense pendant les allergies. Sauf que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que quand on a un gros coup de soleil, là, un vrai coup de soleil, là, 2e degré, il y a beaucoup de douleur et c'est lié à l'histamine. C'est pour ça que les pharmaciens vont souvent prescrire une crème avec un antihistaminique. Je vous ai parlé tantôt des prostaglandines. Ça, on va en parler souvent. Les prostaglandines, surtout les E2. Il y a plusieurs types de prostaglandines, mais les E2 sont responsables de ce qu'on appelle l'inflammation douloureuse ou encore, on peut dire aussi la douleur inflammatoire. Bon, ici, on est encore dans la moelle épinière, puis c'est juste une petite notion d'anatomie pour vous montrer que déjà dans la moelle épinière, donc bien avant le cervelet, bien avant le cerveau, il y a une distinction entre les fast pain fibers et les slow pain fibers. Donc, les fibres de la douleur rapide et les fibres de la douleur plus lente. Et comme rien n'est aussi simple en science, il n'y a pas simplement la douleur aiguë et la douleur chronique, il y a la douleur chronique dite nociceptive, il y a la douleur chronique dite neuropathique et il y a la douleur chronique dite mixte, donc un mélange de nociceptif et de neuropathique. Je parlais de la fibromyalgie tantôt. Pour ceux et celles qui n'étaient pas encore là, je vais faire un spécial fibromyalgie à ma conférence du 9 novembre à l'Université de Sherbrooke, parce que la fibromyalgie, c'est pas une boîte au mystère, mais c'est encore un peu comme ça qu'on l'aperçoit, parce qu'il y a de la difficulté pour les chercheurs à trouver un signe mesurable, comme par exemple un taux de sucre qui va dire, bon, mais vous êtes diabétique, OK, ou un taux d'insuline, par exemple. Donc, on a de la difficulté à trouver des marqueurs biologiques stables et répétitifs pour vraiment diagnostiquer une fibromyalgie. Mais si on regarde les douleurs nociceptives et neuropathiques, j'ai regardé neuropathique périphérique, par exemple. On parle de la neuropathie diabétique. Je ne sais pas s'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est la neuropathie diabétique, mais dans les gens que j'ai aidés dans mes groupes d'entraide, il y a une dame qui me disait, moi, la neuropathie diabétique, je la vis comme suit. Elle dit, c'est comme si je roulais mes mains et mes pieds dans le verre brisé 24 heures par jour. OK? Fait que pour elle, la neuropathie diabétique, ça ressemblait à ça. En ce qui me concerne, moi, c'est de la douleur chronique neuropathique centrale. Pourquoi? Parce qu'on parle de lésions à la colonne vertébrale. Mais c'est bien beau tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec une douleur chronique? Alors, c'est une question à laquelle a tenté de répondre le médecin et massothérapeute Michel Lorrain, qui d'ailleurs a révisé ce diaporama. Et Dr. Lorrain en fait, je lui ai posé des questions qui me venaient des gens et il y a répondu et j'ai carrément mis sa réponse sur une diapo. Je me dis, c'est pas comme si Dr. Lorrain vous parlait, mais tout presque. Alors, Dr. Lorrain, lui, ce qu'il dit dans son livre, c'est il faut arriver pour une meilleure qualité de vie à enlever du terrain neurologique à la douleur. OK? Mais comment est-ce qu'on fait ça, enlever du terrain neurologique à la douleur? Quand on lit le livre du docteur Lorrain, on s'aperçoit qu'il nous raconte souvent que de remplir ces 5 sens de stimulation agréable, ça l'enlève du terrain neurologique au réseau nerveux de la douleur. Nous, on a 5 sens. Alors, basé là-dessus, sur le livre de Dr. Lorrain et de mes expériences avec les douloureux chroniques, j'ai mis sur pied un party de Noël des 5 sens. C'est-à-dire que je me suis assurée que les 5 sens de mes convives allaient être emplis de stimulation agréable. Par exemple, quand ils sont arrivés, on avait un gros feu de foyer. On avait de la musique de Noël, pas fort. Une croustade aux pommes des Chevaliers de Colomb dans le four, un bon goûter qu'on a goûté entre nous, les accolades pour le sens du toucher, et tous m'ont dit que pendant plusieurs minutes, ils ont été capables d'oublier leur douleur. Là, vous allez dire, oui, mais c'est pas si j'allume de l'encens que je vais me passer de morphine. Et mon Dieu, je suis d'accord avec vous. Cependant, moi, j'applique ça à mon quotidien. Et j'ai remarqué que quand on remplit son quotidien de stimulation
sensoriel, agréable, ça l'aide vraiment beaucoup. Le deuxième, je vous rassure, il y a plusieurs chapitres comment enlever du terrain neurologique à cette douleur. Et le deuxième, c'est l'exercice physique. Je n'y reviendrai jamais assez, mais l'exercice physique, ça augmente les endorphines. Et si on revient à notre super diagramme ici, les endorphines, je vais attirer votre attention sur, au milieu de la diapositive, c'est écrit ENK pour encéphaline. Est-ce que tout le monde voit ça? Au milieu de la diapo, il y a deux petits interneurones inhibiteurs, c'est écrit ENK pour encéphaline. Ça, c'est des endorphines. Et quand vous augmentez les encéphalines, voyez ce qu'elles font, les encéphalines, elles vont inhiber le passage du message douloureux vers le cerveau. Là, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas pointer puis vous montrer la diapo en même temps. Hein? Est-ce que, Didier, est-ce que je peux... Vous ne voyez pas quand je pointe à l'écran, hein? Non, on ne le voit pas, mais t'inquiète pas, on voit très bien ce que tu expliques. Vous suivez? OK, super. Parce que d'habitude, j'ai un pointeur laser et Puis si je fais avec mon curseur, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, on voit avec le curseur. Super. Oui, ça fonctionne. OK. Alors, on revient avec notre coup de marteau sur le pouce qui libère des molécules algogènes dont on a vu tantôt une espèce de soupe inflammatoire qui va stimuler les fibres nociceptives que l'on voit ici, fibres nociceptives A, il y a une petite erreur, c'est pas lambda, c'est delta, A, delta et C. Alors ça, c'est les fibres de la douleur. C'est des fibres lentes, comme on a vu dans la moelle épinière tantôt, il y avait des fibres lentes et des fibres rapides. Bien, les fibres de la douleur, ce sont des fibres lentes. Et heureusement pour nous, puis je vais vous montrer tantôt pourquoi. Vous voyez que les fibres nociceptives, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Excusez-moi, les pitons sont tous partis en même temps. Donc, quand la fibre nociceptive est stimulée, elle va libérer du glutamate quand on parle d'une douleur aiguë et elle va libérer de la substance P quand on parle d'une douleur chronique. Et dans les deux cas, le neurone bleu, où c'est écrit COX en dessous, le neurone bleu va amener cette information-là jusqu'au centre supérieur que vous vous doutez que c'est le cerveau. Mais là, j'attire votre attention sur la collatérale qu'il y a ici. À chaque fois qu'il y a une stimulation nociceptive qui part vers le cerveau, il y a toujours une collatérale qui revient et redescend dans la moelle épinière pour aller inhiber le passage du glutamate et de la substance P vers le cerveau. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Oui? OK. Oui. OK. Parce que cette petite collatérale-là fait partie de ce qu'on appelle les contrôles inhibiteurs descendants induits par la nociception. Si je répète tranquillement, contrôle inhibiteur, parce qu'il y a deux petits moins ici, OK? Inhibiteur, descendant, parce que ça va dans cette direction-là, induit par la nociception. OK? Ça, c'est le terme, en fait, c'est le terme sous lequel on connaît ce mécanisme-là, donc de contrôle inhibiteur descendant induit par la nociception. Alors là, on revient à mes deux petits interneurones aux encéphalines, deux petits interneurones inhibiteurs. Donc, quand vous faites du sport, vous augmentez la concentration d'encéphaline dans votre moelle épinière. Et cette encéphaline-là, ces endorphines-là, parce qu'il y en a 3 au total, vont aller inhiber la libération du glutamate et de la substance P, mais vont aussi inhiber la perception du glutamate et de la substance P par le neurone B qui va vers le cerveau. OK? Donc, ça, c'est le pourquoi le sport est aussi important. Et on va aller avec l'autre diapositive. Comme vous voyez ici dans le Postgraduate Medical Journal de 2019, diminue la douleur et l'invalidité. Mieux encore que le pilates, parce que l'article faisait mention des exercices basés sur le pilates. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la technique NATO.
C'est une forme de pilates, mais que je dirais qui est en 3 dimensions. C'est un pilates qui, au lieu d'être simplement en position couchée, se fait aussi en position assise ou en position debout. Donc, ça travaille beaucoup l'équilibre et je vous présente ici la dame qui m'a introduit la technique Nadeau, Mme Ghislaine Gaspard, et vous dire qu'avant d'entreprendre des exercices, quels qu'ils soient, c'est primordial d'en parler avec son médecin. Il faut bouger, oui, mais il ne faut pas bouger n'importe comment selon sa condition à soi. On s'entend là-dessus. OK? Cependant, il y a un piège en douleur chronique et je vous en ai parlé tantôt en parlant de kinésiophobie. Alors, la voici, cette kinésiophobie qui est une peur de se faire mal en bougeant. Puis on peut comprendre, hein, c'est logique, on se dit j'ai tellement mal, si je bouge davantage, je vais me faire encore plus mal. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Parce qu'en ne bougeant pas, vous perdez l'habitude de bouger, vous allez développer de la faiblesse et des raideurs musculaires, vous allez développer encore plus de lombalgie, des mouvements encore plus douloureux qui vont vous donner encore plus peur de vous bouger pour ne pas vous faire mal davantage. Je ne sais pas si vous voyez le cercle vicieux qui s'installe. OK? Donc, c'est primordial, s'il vous plaît, si vous retenez quelque chose de cette conférence et que c'est important de bouger, c'est une athlète paralympique qui vous le dit, mais toujours avec l'accord de son médecin traitant. Là, je vais ouvrir l'autre, parce que mon diaporama est en 2 sections, parce qu'il était comme trop gros. À partager. Alors, voici. OK. Là, si je fais ça comme ça. OK. Et ensuite, excusez-moi, ça ne sera pas long. Je m'en viens de meilleur en meilleur avec cette technique. OK, voilà. Alors, on était rendu à comment enlever du terrain neurologique à la douleur. Et là, j'aborde les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on appelle couramment les AINS. Je vais vous montrer ensuite, j'ai un pharmacien qui est spécialiste en douleur chronique. Il y en a 5 comme lui au Canada. Et au Québec, on a la chance de l'avoir. Il est à Berthierville, il s'appelle Philippe de Grandpré. Et il m'a fourni le tableau des principaux AINS qui sont utilisés en douleur chronique, ainsi que des principaux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine que l'on va voir tantôt, qui sont également utilisés en douleur chronique. Mais si on y va avec les principaux, je vais citer l'aspirine et je vais citer le Celebrex. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Celebrex? Non. Non, OK, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien aussi. Puis là, j'attire votre attention sur cette diapositive-là avec mon petit curseur. Non. Avec mon curseur qui est rendu ici. Voyez-vous, c'est écrit COX ici, à gauche. Et en bas à droite, c'est écrit COX également. Qu'est-ce que c'est ça, COX? Ça, c'est la cyclooxygénase. La cyclooxygénase, c'est une enzyme qui va fabriquer des prostaglandines, notamment les prostaglandines E2, responsables de la douleur inflammatoire ou de l'inflammation douloureuse. C'est une douleur à connotation de métal chauffé à blanc qu'on a dans le corps en permanence. Alors, c'est pour ça qu'on prescrit à ces gens-là des inhibiteurs de COX sous forme d'AINS, donc d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, les bloqueurs de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine, quand je vous disais que vous allez le connaître par cœur, ce tableau-là, j'y reviens encore et j'attire votre attention sur les voies descendantes inhibitrices ici. Là, c'est écrit Na5HT. Comme tout est simple en sciences, ça veut dire la sérotonine. Hein? Vous voyez que ça se ressemble, sérotonine, 5HT, on voit tout de suite le lien. Non, il n'y en a pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore trouvé. C'est qu'en fait, on a des neurones à la sérotonine dans la moelle épinière. Et cette sérotonine-là va activer les 2 interneurones aux encéphalines qu'on a vus tantôt.
Là, les gens en douleur chronique se font prescrire des antidépresseurs tricycliques et là, ils me disent, mais ça y est, mon médecin pense que ma douleur est dans ma tête parce qu'il me prescrit des antidépresseurs tricycliques. Non, 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 non. Parce que dans votre moelle épinière, il y a des neurones sérotoninergiques comme celui-ci que je vais pointer avec mon curseur. OK? Ça, c'est un neurone sérotoninergique qui a été activé par la collatérale qui a elle-même été activée par une stimulation nociceptive ici. OK? Donc, la sérotonine, lorsqu'elle est libérée, active ces deux interneurones inhibiteurs-là. Quand on est en dépression, on fait moins de sérotonine. Donc, on se fait prescrire un bloqueur de la recapture de la sérotonine pour qu'il y ait davantage de sérotonine dans le milieu. Puis là, les chercheurs se sont aperçus que les antidépresseurs tricycliques vont avoir un effet sur la douleur avec ou sans histoire de dépression dans le tableau clinique. Je m'explique. Un neurone qui libère de la sérotonine va tout de suite recapter sa sérotonine qui vient de libérer. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que la sérotonine, c'est tellement puissant et efficace que ça prend quelques petites grains de molécules seulement pour avoir de l'effet. Puis l'autre chose, c'est que ça permet au corps de garder le contrôle. S'il laisse aller sa sérotonine comme ça, librement, c'est pas prudent. Donc, le corps est fait de façon telle que dès qu'il libère sa sérotonine, il va la recapter, qui fait qu'il y a seulement quelques petites molécules de sérotonine qui vont rester dans la fente synaptique. Mais en douleur chronique, on en veut un petit peu plus de sérotonine. Donc, on va prendre un bloqueur de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine pour activer davantage nos interneurones aux encéphalines. Je vais vous montrer le tableau tantôt. Il y a plusieurs médicaments qui appartiennent à cette classe, mais je veux surtout vous montrer cette étude-là qui vient de l'Université de Cambridge et que je voulais vous parler tantôt. Alors, c'est écrit qu'il est bien établi que les antidépresseurs possèdent une activité antalgique propre qui est indépendante de leur effet sur l'humeur. Donc, ce n'est pas parce que votre médecin pense que c'est dans votre tête qu'il vous prescrit des antidépresseurs tricycliques dans le cas d'une douleur chronique. Est-ce que vous avez bien compris ce message-là? Parce que pour moi, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais mon médecin ne me croit pas, il pense que c'est dans ma tête. » Non. Il pense que c'est dans ta moelle épinière. Puis il veut que tu aies plus de sérotonine dans ta moelle épinière pour bloquer le passage du message douloureux vers le cerveau. Les antioxydants maintenant. Alors, on s'est aperçu que la coenzyme Q10, les oméga-3 et le glutathion diminuent la production des radicaux libres qui sont impliqués dans la douleur chronique, mais aussi dans la chronicisation de la douleur aiguë. Et ça, c'est important parce qu'il y a de plus en plus de recherches sur ce qu'on appelle la chronicisation de la douleur aiguë, c'est-à-dire comment une douleur aiguë devient chronique. C'est certain que je vais prendre mon cas à moi, on va prendre le cas d'une hernie discale, par exemple. Tu sais, l'hernie discale a fait une pression sur le nerf. Si elle n'est pas retirée par un moyen chirurgical, elle va continuer de puncher le nerf, elle va continuer de faire pression sur le nerf. Et c'est cette stimulation constante qui va transformer une douleur aiguë en douleur chronique. Puis là, moi, je donne souvent l'exemple d'apprendre à faire du vélo. Quand on apprend à faire du vélo, qu'on est tout petit, on commence avec le pied droit, puis là, il faut pousser, puis tu sais, c'est vraiment une étape à la fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne un arc réflexe, une boucle réflexe, OK? Donc, la chronicisation de la douleur aiguë, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'à force d'avoir l'influx douloureux constamment, il y a une consolidation des synapses des réseaux nerveux qui se fait et qui explique en partie la chronicisation de cette douleur-là.
Là, ça, c'est intéressant pour les patients qui prennent du prégabalin dans le cas de la fibromyalgie parce qu'ils se sont aperçus que la coenzyme Q10, qui est un antioxydant extraordinaire, diminue les douleurs chroniques des patients fibromyalgiques qui sont traités avec le prégabalin. Maintenant, la glucosamine et le collagène. Bon, la glucosamine n'a plus besoin vraiment de présentation, mais le collagène, c'est un petit peu plus récent. Et là, ici, on parle de la chondroïtine. Mais le collagène, comment je vous dirais, pour faire un cartilage, c'est un peu comme je dis, c'est un mur de briques. Pour faire un mur de briques, ça prend des briques, ça prend du mortier. Pour faire un bon cartilage en santé, ça prend le cartilage, mais ça prend aussi le liquide articulaire simple, qu'on appelle le liquide synovial. Et la glucosamine serait davantage impliquée pour refaire le cartilage, tandis que le collagène serait davantage impliqué pour refaire un bon liquide articulaire sain. Et puis, comme je me dis, quand on est en douleur chronique, je veux dire, le collagène, je pense que ça revient à 3 $ par mois. On serait fou de s'en passer. Maintenant, je vais parler du matelas Tempur et du sommeil. Parce qu'il y a une relation, bon, le matelas Tempur, je ne sais pas si vous connaissez en France, Tempur-Pédic, Posture-Pédic, c'est une mousse à mémoire de forme. Et la différence avec un matelas traditionnel, c'est qu'un matelas traditionnel, bon, là, je représente 4 ressorts avec mes doigts. Je ne sais pas, attendez, à moins que je fasse stop share, me voyez-vous ou vous voyez juste le texte? Vous voyez juste le texte, hein? On te voit. Ah, vous me voyez aussi, OK. Oui. Parce que un matelas à ressort, bon, là, je représente 4 ressorts ici avec mes doigts. Il y a du support uniquement où il y a un ressort. Entre les deux, le corps n'est pas supporté. Avec un matelas, mousse à mémoire de forme, il n'y a pas un seul millimètre, pas un demi-millimètre de votre corps qui n'est pas soutenu avec une pression identique d'un point à l'autre. OK? Ça, pour quelqu'un comme moi qui est bourré d'hernie discale, c'est salutaire. C'est un peu plus cher, mais croyez-moi, c'est plus que du bonbon. Et je voulais vous parler aussi que la douleur est à la fois cause et conséquence d'un mauvais sommeil. Quand on y pense, c'est logique. OK? Mal dormir, tu as plus mal, puis quand tu as mal, tu ne dors pas. Donc, il y a vraiment une relation bidirectionnelle entre les deux. Et ils expliquent ça par la diminution des CIDN. Qu'est-ce que les CIDN? On les a vus tantôt. C'est les contrôles inhibiteurs descendants induits par la nociception. OK? Donc, quand vous dormez moins bien, il y a moins de sérotonine qui est libérée. Sûrement que mon petit diagramme ne doit pas être bien loin, je vais y revenir. Mais ce que ça fait, c'est que quand vous dormez moins bien, vous avez moins de sérotonine, vous avez moins d'encéphaline qui vont bloquer le passage du message douloureux vers le cerveau. Donc, le message douloureux, il passe vers le cerveau à cause que le mauvais sommeil diminue l'intensité de nos contrôles inhibiteurs descendants induits par la nociception. Dans le territoire aussi du sommeil, on parle de la mélatonine. La mélatonine, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est une hormone qui est fabriquée et libérée par une petite glande qu'on a au-dessus du cerveau, qu'on appelle la glande pinéale. Et la glande pinéale libère cette mélatonine pour gérer le cycle éveil-sommeil du cerveau. Mais les chercheurs en douleur chronique se sont aperçus que non seulement la mélatonine est bonne pour induire le sommeil, la mélatonine est aussi anti-inflammatoire et analgésique. Une activité analgésique qui lui est propre. Et puis vraiment, ça coûte 3 fois rien. C'est vraiment, on serait fou de s'en passer. Pour les douloureux chroniques qui ont des problèmes de sommeil, c'est vraiment une option à étudier avec son médecin traitant et ou son pharmacien. Maintenant, le TENS, c'est les massages. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est que le TENS. Sans plus de présentation, je vais vous dire tout de suite que le TENS, c'est les massages. Ça agit au niveau de la fibre tactile A-alpha, A-bêta que l'on voit ici en bleu au bas de l'écran. Là, c'est écrit sensation tactile. On revient à mon exemple du pouce avec un marteau. Pow!
Le réflexe que nous avons tous, sans même y penser, c'est de se frotter. Ça fait du bien. Vous vous coincez le pouce dans la portière de la voiture. Dès que votre pouce est libéré, vous allez frotter, vous allez... Puis juste de frotter, ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Parce que vous avez stimulé, parce que vous avez stimulé les fibres tactiles A-alpha et A-bêta. Souvenez-vous tantôt ma diapositive dans la moelle épinière, les slow pain fibers et les fast pain fibers. Ah bien, les fibres tactiles A-alpha et A-bêta ici en bas, c'est des fibres rapides. Donc, c'est des fibres qui vont arriver avec leur message avant les fibres nociceptives A-delta et C qui sont ici. Puis là, je vous ferai remarquer que les fibres tactiles A-alpha, A-bêta ont aussi une collatérale qui vient stimuler un interneurone qui lui-même va libérer du GABA. Du GABA, là, ça va inhiber la libération du glutamate et de la substance P. Donc, quand vous stimulez par le massage, par le TENS, les fibres tactiles A-alpha, A-bêta, vous partez une collatérale qui vient stimuler cet interneurone inhibiteur, comme on le voit ici, qui va empêcher la libération du glutamate et de la substance B, et donc sa perception par le neurone qui va au cerveau. Les meilleurs massages selon votre condition par le médecin Michel Lorrain, médecin et massothérapeute. Alors, je vais vous laisser seulement lire cette diapositive-là parce que c'est le docteur Lorrain qui vous répond. Quel meilleur massage selon votre condition de douleur? C'est le fun, on a un médecin en direct. Donc, en résumé, les massages en douleur chronique, aucun traitement unique ne fonctionne. Ça prend un traitement multimodal. L'exercice physique diminue la douleur et améliore la fonction articulaire. Le TENS, maintenant, on en parlait tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire, TENS? Ça veut dire transcutané Electrical Nerve Stimulation. Alors, la littérature montre que le TENS est efficace en diminuant l'hyperalgésie par stimulation des contrôles inhibiteurs descendants induits par la nociception, mais aussi du portillon. Alors, je reviens à cette diapo. Je vous ai dit qu'elle n'aurait plus de secret pour vous. Alors, on va s'attarder ici aux petits interneurones orange, où c'est écrit Gate Control. Ça, c'est ce qu'on appelle le système du portillon. Le système du portillon, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une stimulation nociceptive, il y a un interneurone qui va être activé, qui est cet interneurone-ci, un interneurone au GABA, parce que le GABA fait entrer du chlore dans les fibres nociceptives A-alpha et C, pardon. Et le chlore, ça diminue le potentiel électrique du neurone qui fait qu'il ne va pas décharger aussi souvent et donc libérer son glutamate et sa substance P aussi souvent. OK? Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas évident la théorie du portillon, là. Ça s'appelle encore théorie du portillon, soit dit en passant, mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand vous appliquez le TENS ou le massage, vous allez stimuler ce petit interneurone-là qu'on appelle le gate control ou le portillon, un petit interneurone qui libère du GABA. Le GABA fait entrer du chlore ici et donc va limiter la libération de la substance P et du glutamate. Le TENS en douleur chronique, bon, on l'a vu, ça stimule les fibres tactiles, ça stimule les récepteurs au GABA, ça libère de la sérotonine. Hein? Vous rappelez-vous ici, là, notre sérotonine, là, NA5HT, hein? NA5HT comme sérotonine, comme je disais tantôt. Donc, c'est ça, le TENS, ça fait libérer de la sérotonine, mais ça fait aussi libérer des encéphalines, comme le sport. Mais là,
que je ne vous vois pas dire « je n'ai pas besoin de faire du sport, je mets mon TENS ». Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire du sport parce que sinon, vous allez ankyloser et un corps qui est ankylosé est infiniment plus douloureux. Le TENS s'agit aussi en diminuant la libération de la substance P, diminue l'excitabilité des nocicepteurs périphériques et ce qui est intéressant, c'est que le TENS va agir pendant 24 heures après seulement quelques minutes de traitement. Maintenant, pour une efficacité optimale du TENS et pour éviter l'habituation, parce que votre corps peut s'habituer, il faut varier son intensité, il faut varier la fréquence des impulsions, varier la durée du traitement et consulter les experts du TENS pour l'emplacement optimal des électrodes. Et là, je vous ai mis la compagnie de TENS. En passant, je ne suis pas actionnaire de la compagnie de TENS. C'est un conseil désintéressé. C'est simplement que c'est la compagnie qui est référée par la CSST, qu'on dit maintenant la CNESST. Et c'est aussi la compagnie qui est référée par la SAAC, l'IVAC et la RAMQ pour le TENS. Un petit mot sur le cannabis. Oui, le cannabis, il y a une étude de l'Université McGill qui est parue dans la revue Pain en janvier 2019, qui est vraiment extraordinaire et qui démontre la chose suivante. Mais d'abord, je vais simplement vous différencier un petit peu le THC du CBD. Parce que dans le cannabis, il y a deux composantes actives. Il y a le THC pour tétrahydrocannabinol, mais moi, je dis toujours T comme tête, parce que c'est le THC qui est responsable des effets psychotropes du cannabis. Et le CBD, c'est pour corps, parce que le CBD n'a aucun effet psychotrope, n'a seulement qu'un effet sur le corps pour diminuer la douleur, mais aussi l'anxiété. Là, par rapport à l'anxiété, je voulais vous dire que tous les patients en douleur chronique sont anxieux. La raison est la suivante, c'est que le cerveau reçoit continuellement un influx de douleur qui est perçu par le cerveau comme une agression. On s'entend là-dessus, là. Oh, c'est une agression, mais constante. Fait que comme le cerveau ne sait plus trop comment réagir à ces influx constants de douleur, il génère une genre d'anxiété, de bruit de fond. C'est comment je vous dirais bien ça? C'est comme son mécanisme de défense au cerveau de traiter tellement d'influx agressants en générant une anxiété. OK? Donc, c'est pour ça que le CBD est encore plus intéressant parce que non seulement il diminue la douleur, mais il diminue également l'anxiété. Et ça, excusez-moi, ça, c'est l'article qui résume tout. Je suis arrivée là-dessus vers la fin de ma revue de littérature sur PubMed. Et là, je tombe sur le Swedish Council on Health Technology Assessment, Method of Treating Chronic Pain, a Systematic Review, Summary and Conclusions. Alors, je vais vous laisser avec cette page-là un petit peu, si vous voulez la noter, parce que vous allez vous apercevoir que cet article-là résume la conférence qu'on vient de voir. J'étais pas mal contente d'être arrivée là-dessus à la fin de ma revue de littérature parce que ça m'a comme confortée que je n'avais pas rien oublié, que j'avais tout passé en revue au peigne fin, tout ce qui pouvait aider un douloureux chronique dans son combat. Mais encore, la question, après tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a encore une façon de se battre contre la douleur? Oui, avoir une passion, c'en est une. Parce que quand on est plongé dans sa passion, comme je le suis présentement, on ne pense pas à sa douleur. Mais avoir des proches aidants, ça peut changer la donne complètement. Des proches aidants, on en a, écoutez, ode aux proches aidants. Que serions-nous sans les proches aidants, soit dit en passant? Et il y a aussi la zoothérapie. Alors, ici, vous voyez à gauche, il y a Dr. Miu Miu, Dr. Ozzy et Dr. Suzuki Matortu.
Alors, je vous laisse avec mes coordonnées cellulaires, avec Ozzy et Suzy Q. Et je vous remercie de votre attention et je suis ouverte à la totalité de vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Mélanie Lessard. On va peut-être arrêter l'enregistrement. Oui, je pense. Et puis comme ça, vous allez pouvoir tous poser vos questions.